Voilà. D'accord, ben écoutez, bienvenue à l'atelier. Euh, Peut-être juste aller à la deuxième diapo, s'il vous plaît. Alors, les objectifs de l'atelier, en fait, c'est que vous puissiez identifier les liens entre les droits humains et la crise climatique. Euh, et à la fin, si vous le souhaitez, discuter de justice climatique ou de tout autre sujet qui vous semble que vous aimeriez avoir des explications ou discuter. Il n'y a vraiment pas de souci. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, euh, je vais en fait vous parler de l'histoire de Madagascar et puis peut-être que dans votre tête, vous pouvez vous dire que ça semble loin de nous, mais cette île et ses habitants sont plus proches de nous qu'on ne le pense. Euh, Diapo 4, s'il vous plaît. Alors, Madagascar est situé dans une zone tropicale et vraiment au sud. C'est un pays africain, puis c'est un pays qui est exposé aux cyclones tropicaux et à des pluies torrentielles ainsi qu'à la sécheresse. Les recherches scientifiques tentent fortement à montrer que les changements climatiques ont probablement contribué à une hausse des températures dans le sud du pays et diminué donc les précipitations. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Ici, ce que j'aimerais vous parler, c'est que 75% de la population est confrontée à une grave famine en Madagascar. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les nouvelles, mais c'est ce qu'on lit en ce moment. Et dans les districts d'Ampaniti et d'Ambovombe, plus d'un quart des enfants souffrent actuellement de malnutrition aiguë. Et à l'occasion, dans la présentation, je vais vous citer des citations parce que je trouve ça plus dynamique. Ici, il y a le maire d'une ville qui nous dit « J'ai remarqué de nombreux changements. Avant, la pluie tombait de septembre à décembre et on commençait les cultures en février. Cette année, la pluie n'est tombée qu'en février. Cela fait plus de 2 ans que rien ne pousse dans nos champs. » Et en fait, ce que je vous dirais, c'est que les statistiques montrent que 91% de la population du Grand Sud de Madagascar vit en dessous du seuil de pauvreté. La population se trouve dans une situation défavorable à bien des égards parce que ses moyens de subsistance se limitent essentiellement à la pêche et à l'agriculture de subsistance, deux enjeux qui sont liés beaucoup à la question climatique. En raison de la forte proportion de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté dans le sud de Madagascar, la population a très peu de moyens pour faire face aux effets négatifs des changements climatiques extrêmes, là. Donc, elle a peu de moyens puis de ressources pour pouvoir s'adapter aux effets de la crise climatique à long terme. La prochaine diapo, s'il vous plaît. En fait, ici, ce que j'aimerais vous raconter, c'est qu'il y a un homme ici qui élevait du bétail qui nous raconte. Et ça, c'est tout dans un rapport d'Amnesty International qui a été publié il y a une dizaine de jours. Il y a déjà eu des sécheresses dans le passé, mais nous nous sommes débrouillés car il nous restait de la nourriture des récentes récoltes. Mais cette année, nous n'avions plus rien en réserve. Nous avons dû vendre nos ébus, mais nous n'avons obtenu que 100 000 hari-hari. Ce n'est même pas suffisant pour acheter un sac de kilos de riz. Et même si nous pouvions acheter le riz, nous n'en aurions pas assez pour un mois. J'ai perdu presque tout mon bétail à cause de la sécheresse. Ils sont presque tous morts de faim parce qu'il n'y avait plus de cactus pour les nourrir. J'en avais 50, il ne m'en reste plus que 4. En ce qui concerne les chèvres, j'en avais 120 et 80 sont mortes de faim. Elles n'avaient plus rien à manger. Mon avenir a été totalement détruit. Le bétail est très important pour les Adantrois et les autres peuples du sud de Madagascar. C'est un moyen ancestral d'accumuler de la richesse. On s'en sert pour l'agriculture puis pour moyen de transport également. Mais le bétail a aussi une signification culturelle et spirituelle en tant que garantie de vie confortable après la mort. Le fait de posséder du bétail, c'est comme un filet de protection sociale. Parce que le gouvernement n'en procure pas de filet social.
Les gens élèvent aussi du bétail pour se nourrir et pour se procurer un revenu avec la vente des bêtes. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Ici, vous avez dans la diapo une citation d'une femme qui explique qu'elle doit faire 3 heures de marche pour aller chercher de l'eau, puis 3 heures de marche pour revenir. C'est terrible. Et il faut savoir que Madagascar fait partie des pays ayant le moins accès à l'eau potable et à l'assainissement. Près de 2 millions de personnes n'ont pas accès à des services d'eau potable dans les districts du Grand Sud de Madagascar. En raison des épisodes récurrents de sécheresse, le prix de l'eau a augmenté. Puis il est donc extrêmement difficile pour les foyers les plus pauvres de se procurer de l'eau potable. La diapo 8, s'il vous plaît. Ici, on a une grand-maman qui raconte qu'avant, on mangeait 3 fois par jour. On mangeait du maïs, du sorgho, des patates douces et du manioc, mais maintenant, on ne trouve presque plus rien. Le matin et au déjeuner, on ne mange rien ou alors de jeunes cactus. On enlève les épines, on les fait bouillir et on les donne aux enfants. Parfois, quand je regarde mes enfants manger, je me mets à pleurer, mais je ne peux rien faire de plus, dit cette grand-maman. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Les enfants sont eux aussi touchés de façon disproportionnée par le manque d'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène. Selon l'ONU, actuellement, 50% des cas de malnutrition infantile sont liés au fait qu'ils boivent de l'eau insalubre, puis parce qu'ils n'ont pas des services d'assainissement puis d'hygiène. La diapo 10. Là, ici, il faut savoir que quand les gens ne peuvent pas gagner leur vie dans une région, souvent, ils vont essayer d'aller ailleurs pour gagner leur vie. Ici, on a un jeune de 16 ans. Je ne sais pas si dans votre classe, vous avez des jeunes de 16 ans. Il s'appelle Dami. Puis avec ses parents, il a quitté sa région pour aller s'installer à Fort-Dauphin, une grande ville à Madagascar. Comme beaucoup d'autres personnes, sa famille a dû vendre une grande partie de ses biens pour pouvoir payer le voyage, lui permettant d'échapper à la pauvreté dans laquelle elle vivait dans son village. Dami a été contraint de travailler dans une mine de mica. Il fracasse de gros blocs de roches à longueur de journée. C'est considéré comme un travail difficile et dangereux. Pour ça, il a aussi quitté l'école. Il gagne 1000 ariary par jour, plus que tout ce qu'il pourrait gagner en travaillant dans le village où il vivait avec ses parents. L'île a été classée parmi les pays les plus vulnérables dans le monde au changement climatique. Par ailleurs, les projections scientifiques attirent l'attention sur le fait que Madagascar va probablement être touché de façon disproportionnée par les changements climatiques à l'avenir, alors même que le pays a lui-même très peu contribué à la crise climatique. Les projections climatiques actuelles indiquent qu'il y aura de plus en plus d'épisodes de sécheresse et ça risque donc d'aggraver la situation dans le Grand Sud de Madagascar. Et tout ça est super inquiétant pour la protection des droits humains à ce moment-là. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors ça ici, ça illustre un peu un certain nombre de droits qui sont bafoués à cause de la crise climatique, mais ce n'est pas tout, il y en a d'autres. Okay? Donc, les changements climatiques et toutes les autres formes de dégradation de l'environnement menacent l'existence même des droits humains pour plusieurs raisons. Les phénomènes climatiques extrêmes, par exemple, des ouragans, des tornades, des sécheresses, des inondations, résultant des changements climatiques ont des conséquences profondes sur les conditions de vie de centaines de millions de personnes à travers le monde. Ça cause de la pollution des sols, un manque d'eau potable, des maladies, des pertes de terres et de récoltes, des destructions de logements, des famines, des conflits armés pour l'accès aux ressources. Ici, ces conséquences sur les conditions de vie entraînent des violations des droits humains. On parle donc du droit à la vie, du droit à la santé, du droit au logement, à l'éducation, à la santé, à l'eau, à l'alimentation, etc. Il y en a beaucoup d'autres. Puis, on peut aussi dire qu'il y a des enjeux avec la liberté d'expression. De plus en plus de militants dans le monde s'expriment pour demander des actions concrètes de leur gouvernement. Mais beaucoup de ces militants et militantes sont arrêtés, persécutés, condamnés et même souvent, voire assassinés. En fait, en 2020, on estime que près de 227 défenseurs de l'environnement ont été tués à travers le monde. Donc, comme vous voyez, ailleurs dans le monde, c'est très difficile des fois de dire que leur gouvernement doit lutter contre la crise climatique.
Ce qui manque à cette diapositive-là, puis qui est en lien avec le cas de Madagascar que je viens de vous présenter, c'est celle des droits culturels. Comme je l'ai dit tantôt, le bétail a une importance culturelle et spirituelle pour les entendrois et les autres peuples du sud de Madagascar. En général, quand on dit qu'il y a un lien culturel et spirituel, ça implique pour des peuples autochtones un lien étroit avec l'animal et un respect envers celui-ci, car il est indispensable à la survie de ces peuples. Donc, il y a aussi les droits culturels qui sont bafoués dans le cadre de la crise climatique. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, concernant les violations des droits humains qu'on vient de parler et des conditions de vie désastreuses des populations touchées par la crise climatique, ça a souvent pour conséquence de forcer des millions de personnes à se déplacer pour tenter de reconstruire leur vie ailleurs. Ces personnes peuvent se déplacer à l'intérieur de leur pays, comme on l'a vu tantôt, le jeune Dami, Madagascar, ou ils peuvent carrément sortir de leur pays pour tenter de reconstruire leur vie ailleurs. Les chiffres sont parlants. Chaque seconde, là, pendant que je vous parle, une seconde, il y a une personne qui se déplace pour des raisons environnementales. Ça représente par année 26 millions de personnes. Puis les prévisions, en fait, quand on essaie de savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, sont alarmantes. Si nous ne passons pas à l'action de manière globale et coordonnée pour lutter contre la crise climatique, le nombre de personnes qui vont se réfugier d'ici 2050 va s'élever à 143 millions. 143 millions, c'est énorme. C'est ce qu'on appelle souvent les réfugiés climatiques. Puis les personnes qui se déplacent sont extrêmement vulnérables et subissent de nombreuses violations de leurs droits. Le terme réfugié climatique n'existe pas dans le système de protection internationale des droits humains. Il faut juste faire attention. Moi, je vous le dis aujourd'hui, mais en fait, ça n'existe pas techniquement dans le système de droits humains. Parce que normalement, les réfugiés ou les demandeurs d'asile, qu'on devrait dire pour être plus exact, sont protégés par la Convention des Nations Unies relative au statut de réfugié. Cette convention, elle a été adoptée en 1951. Puis cette convention, elle reconnaît le droit de demander asile dans un autre pays lorsque sa vie est menacée et ses droits civils et politiques bafoués. Puis, bon, la crise climatique n'existait pas en 1951. Donc, elle n'est pas dans la convention. Donc, ces personnes-là ne sont pas protégées par cette convention. Donc, techniquement, ce serait préférable de dire des migrants à cause de la crise climatique. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, là, je vous ai parlé des droits, mais tout ça se fait dans le cadre d'un terme beaucoup plus large qu'on appelle la justice climatique. C'est expliqué, ce terme-là, pour que les gens comprennent les impacts des changements climatiques qui ne sont pas seulement une question environnementale ou physique. La crise climatique, ça a aussi des causes et des conséquences sociales, politiques, économiques et éthiques. La notion de justice climatique réside dans le fait qu'il y a une injustice, là, OK? En fait, on n'est pas tous égaux et égaux face au changement climatique. Alors, par exemple, si on se met au Canada, ça prend une transition juste qui implique que le gouvernement canadien fasse des plans particuliers qui doivent préparer et mettre en œuvre concernant les régions où il y a des travailleurs et travailleuses de l'industrie fossile. Par exemple, si le gouvernement dit on n'exploite plus les énergies fossiles, bien, les régions qui exploitent ça, il va falloir qu'ils changent leur économie. Pour ça, le gouvernement doit les aider, faire des plans particuliers. Puis il doit soutenir les travailleurs et travailleuses avec des plans très différents des autres. Il y a un autre enjeu aussi. La recherche scientifique nous dit également que les communautés autochtones ils ont plus des conséquences encore plus importantes que souvent vous et moi de la crise climatique. Donc, quand le gouvernement canadien fait des plans, il doit faire des plans en particulier pour ça. Mais en plus, au début de la présentation, je vous ai dit que même si Madagascar était loin, le Canada avait des liens avec ce pays. Parce qu'en fait, ce sont les pays développés comme le Canada qui ont historiquement le plus contribué aux problèmes du réchauffement climatique. Alors que des pays comme Madagascar, qui sont des pays en développement, ont peu contribué au changement climatique. Donc, vous le voyez, la responsabilité est différente, puis les moyens sont surtout différents. Le Canada est un pays riche et développé, contrairement à Madagascar qui ne l'est pas. Alors, qui est responsable de quoi? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors,
Dans cette crise des droits humains que la crise climatique fait vivre à l'ensemble de la planète, la responsabilité n'est pas la même pour tous les pays donc. Premièrement, tous les pays n'ont pas les mêmes moyens. Comme je venais de dire, les pays en développement n'ont pas les mêmes moyens que le Canada, par exemple. Mais deuxièmement, le niveau de responsabilité diffère d'un pays à l'autre. Les pays développés, comme je viens de dire, ont une plus grande responsabilité à cause de l'industrialisation du pays, alors qu'un pays comme Madagascar est très peu industrialisé. L'industrialisation utilise des énergies fossiles responsables des gaz à effet de serre. Et ce sont ceux-là qui causent le problème de réchauffement. Et ce sont les pays développés comme le Canada, par exemple, les États-Unis, l'Europe, par exemple, et nouvellement les pays qui se développent beaucoup, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, par exemple, qui en sont responsables. Au niveau national, donc au niveau canadien, on peut également faire un parallèle alors que les peuples autochtones subissent les changements climatiques d'une manière différenciée, qu'à ce titre, les conséquences sont plus importantes. Donc, quand on met des moyens en place, il faut essayer de penser quels moyens on va mettre à disposition des peuples autochtones, par exemple. Donc, il y a comme trois gros blocs qui peuvent travailler à lutter contre la crise climatique. On a évidemment les États, c'est le premier auquel on peut penser. Eux autres, ils peuvent mettre en place des lois et des programmes pour réduire les gaz à effet de serre, mais atteindre la carboneutralité. La carboneutralité, pour dire ça simple, c'est dire qu'à partir de telle date, il n'y aura plus d'émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, qu'est-ce qu'un pays comme le Canada peut faire? Soutenir des pays en développement comme Madagascar qui n'a pas les moyens, ni financiers ni techniques, pour lutter contre la crise climatique et qui est peu responsable aussi de la crise climatique. Puis un État comme le Canada a l'obligation de respecter les droits humains dans tout ce qu'il va faire pour lutter contre la crise. Ensuite, le deuxième morceau, je dirais, c'est les entreprises. Elles aussi doivent viser la carboneutralité en changeant ses moyens de faire, en s'adaptant, puis en travaillant à être de moins en moins, en travaillant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Mais les entreprises ont aussi l'obligation de respecter les droits humains. Puis enfin, les individus comme vous et moi, on peut effectuer des pressions sur les gouvernements et les entreprises pour qu'ils réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre, pour qu'ils mettent en place des programmes particuliers, comme je vous ai dit tantôt, et tout. En tant qu'individu, on peut organiser des activités de sensibilisation du public, par exemple, comme des ateliers comme aujourd'hui. Mais on peut aussi changer ses habitudes de consommation parce que ça aussi, c'est un facteur important. Est-ce qu'il faut toujours acheter? Est-ce qu'il faut toujours acheter des nouvelles bébelles alors qu'on peut des fois recycler, réparer et tout? Donc, il y a aussi des choses qu'on peut faire. Mais dans ces trois pièces du puzzle, un ne peut pas aller sans l'autre. Tout le monde doit travailler ensemble et est indispensable pour qu'il y ait un changement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et là, cliquez un coup pour voir apparaître une photo. Voilà. Alors, j'imagine aussi que vous connaissez probablement Greta Thunberg, la jeune Suédoise qui milite partout à travers le monde contre la crise climatique et qui est venue en septembre 2019 lors de la Grande Marche. Mais ici aussi, au Canada, on a des jeunes qui luttent pour que la crise climatique soit abordée et qu'on vise à ne plus avoir une crise climatique. Alors, ici, on a Autumn, qui est Anishinaabe de la Première Nation de Wik-Wé-Mekong. Elle est surnommée la gardienne de l'eau. Et puis, il faut savoir qu'en 2018, à l'âge de 13 ans, elle a été invitée à faire une allocution à l'Organisation des Nations unies afin de presser les gouvernements d'agir pour le droit à l'eau et les changements climatiques. Donc, vous voyez, déjà très jeune, il y a moyen de faire quelque chose. Deuxième petit clic pour la deuxième photo. Et ensuite, on a Catherine Gauthier, quelqu'un que je connais bien, qui est la directrice générale d'Environnement Jeunesse à Montréal. En fait, on va communément dire Enjeu. Elle, avec d'autres jeunes, a intenté une poursuite judiciaire contre le gouvernement canadien pour l'obliger à réduire les gaz à effet de serre. Pour le moment, la cause est en appel parce que quand on fait des démarches judiciaires, c'est un très long processus. Donc, ça a commencé il y a quelques années et ça va prendre encore quelques années avant que ça se règle. Mais elle travaille au jour le jour avec les jeunes pour lutter contre la crise climatique.